Bonjour Adrien Gindre, vous êtes à Paris, votre invité ce matin. On va parler de l'Ukraine avec l'ancien représentant permanent de la France auprès du Conseil de sécurité de l'ONU, ancien ambassadeur également aux États-Unis. Il vient de publier un ouvrage qui va nous éclairer sur ce qui se passe en Ukraine et les équilibres diplomatiques à l'œuvre. Bonjour Gérard Haro, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'auteur de Histoire diplomatique, leçon d'hier pour le monde d'aujourd'hui chez Grasset, on va en parler. La dernière information concernant l'Ukraine, c'est ce vote à l'Assemblée générale des Nations Unies cette nuit pour condamner l'annexion de plusieurs régions ukrainiennes par la Russie, 143 voix pour. C'est un message clair envoyé à Moscou, dit le président américain Joe Biden, mais est-ce que ça change quoi que ce soit ? Non, ça ne change rien dans la réalité du conflit, mais ça, c'est quand même intéressant pour nous, parce que vous savez, il y a tout un débat qui dit il n'y a que l'Occident qui se bat pour la défense de l'Ukraine, et le reste du monde, fondamentalement, s'en moque un petit peu, et même serre la main en souriant à Poutine ou au ministre Lavrov. En réalité, le reste du monde, parce qu'on dit d'un côté il y a l'Ouest, de l'Est il y a le reste du monde est comme nous, totalement hostile à l'agression russe. La différence par rapport à nous, c'est qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas concernés, qu'ils n'ont pas à s'en mêler. Mais personne au monde, évidemment, ne soutient la Russie. On reparlera dans quelques instants des équilibres diplomatiques. Vous dites personne ne soutient, il y a eu peut-être un peu de bienveillance parfois de certaines nationalités, mais arrêtons-nous un instant sur ce qui se passe sur le terrain également. L'Ukraine hier a annoncé la reprise de 5 localités aux Russes, dans le sud du pays, une zone qui est très disputée. Ça veut dire que les frappes russes du début de semaine n'ont aucun effet sur les Ukrainiens. Ce ne sont pas des frappes stratégiques, en réalité, ce sont des frappes pour terrifier l'Ukraine, pour convaincre la population qu'il faut arrêter la guerre, puisqu'elles ont visé essentiellement des infrastructures civiles. Donc elles n'ont pas d'effet sur d'abord les moyens ukrainiens, mais surtout sur la détermination de l'Ukraine. On sait bien que ce genre de bombardement, au contraire, ça renforce la détermination de la population. Donc les Ukrainiens continuent d'avancer parce qu'il faut qu'ils avancent le plus possible avant la fameuse boue des pluies sur cette région, et ensuite avant le froid. Donc c'est un peu une course contre le climat. Les Ukrainiens veulent encaisser, si j'ose dire, le maximum de succès avant de devoir s'arrêter. Et vous croyez qu'ils peuvent y parvenir, que cette victoire ukrainienne avant l'automne, avant l'hiver, est réaliste ? Non, ils peuvent encore progresser. Et du côté russe, évidemment, ils essayent un peu désespérément de reconstituer un front. Eux aussi ont besoin du temps, parce que ça leur permettra de faire venir, d'entraîner et de faire venir les mobiliser. On va en parler effectivement dans un instant. Alors, pour le moment, il y a toujours des offensives russes pour tenter de déstabiliser les Ukrainiens. Encore ce matin, des sirènes de raids aériens ont retenti à Kiev. Les autorités locales indiquent que des drones kamikazes ont frappé la ville. Mykolaïv aussi a été touché. Hier, il y a encore eu une frappe sur une ville proche du front à l'est. Il y a une demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky d'un bouclier aérien. Emmanuel Macron a en partie répondu hier soir chez nos confrères de France 2 en promettant que la France allait livrer des systèmes de défense antiaériens, sans préciser la nature ni le calendrier. Est-ce que vous avez le sentiment que nous, Occidentaux, on revient à cet Occident, faisons suffisamment sur les moyens militaires pour répondre aux demandes du président ukrainien ? Est-ce que c'est notre rôle ? Alors, tout d'abord, nous ne répondons pas, là aussi, l'Occident, à toutes les demandes du président ukrainien. Chacun est dans son rôle. Il est évident que le président Zelensky a besoin du maximum d'armes pour frapper la Russie. Mais de notre côté, et ce n'est pas seulement les Européens, c'est aussi les Américains, nous fournissons des systèmes d'armes pour défendre le pays, mais pas pour frapper la Russie. Par exemple, les Ukrainiens voudraient avoir des avions de combat, et vous remarquerez que ni les Américains ni les Européens n'ont livré d'avions de combat, alors qu'ils ont, par exemple, les Polonais ont des MiG-29 d'origine soviétique. Donc, il y a une certaine prudence, une certaine retenue du côté des Occidentaux, mais je pense qu'en ce qui concerne les systèmes de défense anti-aérienne, le changement de la stratégie russe de frapper le pays, l'ensemble du pays, doit nous conduire à fournir ces systèmes qui sont des systèmes totalement défensifs. Donc la France va le faire, mais je crois que d'autres pays ont déjà annoncé aussi qu'ils le feraient. Je crois que l'Allemagne... L'Allemagne dit que c'est effectif, que les livraisons ont commencé, que les premiers systèmes sont arrivés. Le Royaume-Uni aussi s'y est engagé. Exactement, nous devons aider les Ukrainiens à se défendre de frappes qui, je le rappelle, sont d'ordre essentiellement viser des cibles civiles pour affaiblir la résistance du peuple ukrainien. Et infrastructures d'énergie aussi, en effet. Voilà. Ça veut dire que ces armes, elles
vont servir au combat militaire. C'est une évidence de le dire. Mais il y a deux manières de sortir du conflit, a priori, l'issue militaire ou l'issue diplomatique. Quelle vous paraît être aujourd'hui l'issue la plus probable? Vous êtes plutôt un défenseur des négociations. Vous dites que la diplomatie est un instrument. Naturellement. Vous savez, en réalité, les deux instruments, militaires et civils, les militaires et la négociation, d'une certaine manière, s'enclenchent. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, les deux belligérants, soit il y en a un qui est vainqueur et l'autre vaincu, donc ils doivent négocier, soit ils sont épuisés et ils doivent négocier. Ça, c'est un scénario, je dirais, optimiste, parce qu'il peut y avoir aussi la poursuite éternelle de la guerre. Et je crois qu'Emmanuel Macron a parfaitement raison de dire négociation pour mettre un terme. Hier soir, il a redit Vladimir Poutine doit revenir autour de la table. Et c'est pas facile parce que vous savez, par exemple, le Premier ministre polonais lui a déclaré il y a quelques mois, on ne négocie pas avec Hitler. Mais oui, mais si vous ne négociez pas avec Hitler, il faut alors aller jusque dans les ruines du Kremlin dans l'espoir que Poutine se suicide, comme Hitler l'avait fait en 1945. Ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc, je dirais qu'il est très bien que le président de la République garde ce fil, c'est un fil ténu évidemment, avec Poutine, le moment venu pour voir si la négociation est possible. Elle n'est pas possible aujourd'hui. Elle n'est pas possible aujourd'hui. Les Ukrainiens espèrent gagner, avancer, et les Russes doivent rétablir la situation. Donc, le plus vraisemblable, hélas, c'est que nous ayons devant nous plusieurs semaines, voire plusieurs mois de combat. Alors, il y a quand même des tentatives. Vous disiez Emmanuel Macron qui assume de maintenir ce lien. Il y a le président américain Joe Biden qui, en marge du G20, dans un mois, à Bali, dit qu'il n'a pas l'intention, certes, de rencontrer Vladimir Poutine, mais ne ferme pas non plus la porte en disant que ça peut dépendre de ce dont Vladimir Poutine veut discuter. Et puis il y a aujourd'hui potentiellement une tentative du président turc, Erdogan, en marge d'une rencontre au Kazakhstan, puisque le Kremlin indiquait hier qu'il s'attendait à ce qu'Erdogan propose une médiation. Qui aujourd'hui vous paraît le plus à même de pouvoir éventuellement tenir le fil entre Poutine et Zelensky? Mais justement, le président Erdogan, en réalité, a réussi depuis le début du conflit à conserver une sorte d'équilibre entre les deux belligérants. L'intérêt de la Turquie est évidemment pas que l'Ukraine tombe, pour des raisons géographiques évidentes, et donc la Turquie fournit des armes à l'Ukraine, mais la Turquie, elle a aussi une frontière avec la Russie, elle a aussi des troupes russes qui sont au nord et en Syrie également, donc là, elle est obligée de faire une sorte de funambulisme diplomatique, et c'est elle, par exemple, qui a négocié la sortie des grains, des céréales ukrainiennes, et c'est elle qui a réussi à le faire. Mais du côté du président de la République, c'est lui aussi qui a réussi à obtenir qu'une mission se rende dans la centrale nucléaire de Zaporijia pour permettre de voir ce qui pourrait être fait. Mais vous savez, le problème d'une médiation diplomatique, c'est pas tellement la personne qui va faire la médiation que la volonté des deux parties d'accepter d'aller vers une option diplomatique. C'est quand même ça, ce sont les deux qui décident, c'est l'Ukraine et la Russie qui décideront. Et de nouveau, aujourd'hui, et puis dans une guerre, c'est le champ de bataille qui décide. Aujourd'hui, les deux parties, mon avis de diplomate, ne sont pas dans une position, dans une situation où ils sont prêts à négocier. D'ailleurs, Poutine, lorsqu'il dit « je suis prêt à négocier », il pose comme condition que l'Ukraine capitule. Est-ce que le fait, malgré tout, que la Russie soit aujourd'hui en position de faiblesse et en recul, peut conduire Poutine à la table des négociations? Ou est-ce qu'au contraire, vous y voyez le risque d'un effet inverse, c'est-à-dire d'un raidissement parce qu'il serait déstabilisé, acculé et se dirait « je ne peux pas me permettre d'avoir l'air faible » D'abord, quand vous êtes dans une position de faiblesse, il faut d'abord essayer de rétablir la situation, même sans parler d'un Poutine acculé ou même de parler d'un Poutine irrationnel, ce qu'il n'est pas. Pour le moment, à la place de Poutine, je changerai mes généraux et je dirais il faut faire un effort, il faut rétablir la situation. Ce qu'il tente de faire, pour le coup, puisqu'il a remplacé le commandant de l'opération en Ukraine. Exactement, c'est pour ça il faut essayer, et puis il doit éventuellement donc mobiliser le pays, mobiliser l'industrie de défense. Nous sommes beaucoup plus dans cette période de raidissement de la Russie qu'une Russie qui soit prête à négocier à des conditions raisonnables pour l'Ukraine. Dans votre ouvrage « Histoire diplomatique », vous expliquez aussi, en substance, que la diplomatie, c'est affaire de compromis. On ne peut jamais avoir un idéal absolu. Il faut trouver la situation la moins pire possible, d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut signifier? Vous disiez vous-même, aucun des deux ne veut vraiment lâcher.
il y a quelques mois, et il a été beaucoup critiqué pour ça, Henry Kissinger, vous avez consacré un ouvrage à cet homme, vous le connaissez bien, qui a été chef de la diplomatie américaine. Lui, il avançait l'hypothèse qu'on puisse revenir au statu quo du 24 février, à l'époque où il y avait des séparatistes autonomes dans l'est de l'Ukraine, où la Crimée est à la Russie. Est-ce que c'est une option aujourd'hui qui paraît définitivement écartée de votre point de vue ? Alors vous avez raison, et c'est difficile de... Vous savez, la différence entre le citoyen, c'est que si vous avez un problème de sécurité, vous allez voir le juge, le gendarme, le commissaire de police, et ça serait, théoriquement, ça devrait être réglé. Lorsque vous êtes dans les relations entre États, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de gendarme. Et donc, vous êtes obligé soit de tuer votre ennemi, soit de négocier avec l'ennemi. Et la diplomatie, c'est, comme je le dis souvent, c'est pas pour négocier avec le Luxembourg, c'est pour négocier avec des gens comme la Russie, comme la Turquie, comme la Chine. On négocie avec le diable. Et lorsque vous négociez, vous ne pouvez pas gagner 100%, l'autre doit aussi obtenir quelque chose. Alors, dire cela, évidemment, ça provoque l'indignation du citoyen, mais hélas, c'est le monde réel. Et donc, la fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, soit c'est la victoire totale d'une partie sur l'autre, donc et l'Ukraine obtient tout ce qu'il veut. Étant donné la taille de la Russie, c'est quand même peu vraisemblable, et ça veut dire une guerre qui dure des années, ou alors vous atteignez un compromis. Et vous savez, au début de la guerre, le président Zelensky, du fait, avait montré qu'il était prêt à un compromis. Mais étant donné les victoires ukrainiennes, ce compromis n'est plus de mise. Au point qu'il évoque même l'hypothèse de reconquérir la Crimée totalement. aujourd'hui. Voilà. Et donc, par exemple, la Crimée, à l'évidence, est un élément très sensible dans le dossier. S'il y a une négociation, quel sera le sort de la Crimée ? Vous savez, on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer des référendums sous contrôle international. Enfin, on peut aussi, avec les diplomates ont beaucoup d'imagination. Mais de nouveau, la question centrale, c'est que décidera le champ de bataille ? On ne négocie pas parce qu'on est plein de bonne volonté ou parce qu'on aime la paix, parce que visiblement, ce n'est pas le cas. On négocie parce qu'on est obligé. Donc c'est le champ de bataille qui obligera les deux parties à arriver un jour à une conclusion qu'ils doivent négocier. Ou alors la guerre dure. Vous savez, pendant la guerre de Corée, les deux adversaires, donc d'un côté les Coréens du Nord et les Chinois, de l'autre les Coréens du Sud et les Occidentaux, et particulièrement les Américains, étaient parvenus sur une ligne de front en 1951. Il a fallu 2 ans avant qu'ils acceptent de signer un armistice sur la même ligne de front. Donc on peut imaginer, hélas, aussi un scénario pendant 2 ans, une ligne de front et des combats qui continuent. C'est d'ailleurs ce que dit Emmanuel Macron hier soir quand il dit on s'installe dans la guerre, le choix de la Russie, c'est ça. Vous, dans Le Point cette semaine, vous évoquez aussi le rapport au temps, le fait que les Russes n'ont peut-être pas le même rapport au temps que nous et que d'une certaine manière, comme vous venez de le dire, que ça se compte en mois ou en années, peut-être que pour Poutine, ce n'est pas un sujet en réalité. C'est-à-dire que le problème, c'est que s'il avoue sa défaite ou s'il fait des concessions, sa survie politique peut être en jeu. Donc il peut aussi avoir intérêt à tout simplement maintenir la guerre pour galvaniser son peuple, pour dire ça y est, nous sommes en guerre face. Vous savez, il essaye d'accréditer l'idée qu'il est en guerre non pas contre les Ukrainiens, parce que les Russes méprisent tellement les Ukrainiens que c'est difficile d'admettre qu'ils ont des problèmes, et donc il dit nous sommes en guerre contre l'Occident. Donc il peut avoir ce discours, n'est-ce pas, ce qu'il a essayé d'avoir d'ailleurs, de dire nous sommes la Sainte Russie et est agressée. Est-ce que dans cet intervalle-là, vous croyez qu'il existe une possibilité pour qu'il passe de la mobilisation partielle à la mobilisation générale ? Aujourd'hui, on voit que ce n'est pas le scénario le plus probable. Si on s'installe dans le temps long, est-ce que les données du problème évoluent ? Oui, aussi, si on s'installe dans le temps long, tout évolue, tout change. Mais vous évoquez la mobilisation des Russes, il faut aussi évoquer la mobilisation des Européens. Vraiment, c'est pas seulement à long terme, les Européens, et c'est le calcul de Poutine. Si Poutine agite la menace nucléaire, c'est pour terrifier l'opinion publique européenne, mais s'il ferme le robinet de gaz, parce que la crise énergétique, comme l'a rappelé le président de la République, c'est les Russes qui l'ont créée. C'est une Europe où il y a une inflation qui galope. Nous, on a 6%, mais en Lituanie, c'est 20%, l'inflation. Vous avez la récession qui arrive en Allemagne. Et donc, l'espoir de Poutine... Mais la mobilisation des Européens, vous n'imaginez pas une mobilisation générale en Non, je Europe, parle d'une mobilisation des opinions publiques. Oui. C'est-à-dire que le calcul de Poutine, c'est qu'en janvier ou février, les opinions publiques disent à nos gouvernements « Bon, ça nous coûte trop cher le soutien à l'Ukraine. Vous pouvez dire au petit gars Zelensky... » Une fatigue. Fatigue. Vous pouvez dire au petit gars Zelensky qu'il doit négocier avec les Russes aux conditions des Russes. C'est visiblement le calcul de Poutine. Et en miroir, qu'est-ce que vous voyez de l'opinion russe ? Parce que
Jusqu'ici, il y a une forme de passivité. On a vu quelques réactions au moment de cette mobilisation partielle avec des hommes qui ont fui vers l'étranger. Mais la réalité, c'est qu'il est assez difficile de savoir si les Russes sont pro-Poutine, sont indifférents, sont scandalisés mais muets, ou tout simplement mal informés, très loin de ce qui est en train Moi, de se passer. je me pose exactement la même question et je pense qu'elle est absolument cruciale. Vous savez, on montre pas mal sur toutes les chaînes de télévision les talk shows de Oui. la télévision russe où vous avez des ultranationalistes qui hurlent des atrocités. Non, mais c'est ça. Que pensent vraiment les Russes Parce que les Russes vont... Très souvent, les Russes considèrent que l'Ukraine ne devrait pas être indépendante, mais de là à faire une guerre à l'Ukraine, vous savez, tout Russe a plus ou moins un cousin ukrainien ou a passé des vacances en Ukraine. Donc, quelle est la réaction du peuple russe? Alors, du peuple russe qui, comme vous le dites, dès qu'on lève le petit doigt pour protester, on est envoyé en prison, qui évidemment avec une télévision qui est complètement contrôlée, mais enfin, il y a quand même les médias sociaux. Et donc, c'est une vraie question et je n'ai pas la réponse. Et les gens qui disent, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, le peuple russe est totalement solidaire de Poutine et doit être traité comme Poutine, je pense qu'il manque fâcheusement, je dirais d'abord d'une certaine sensibilité. Qu'est-ce que c'est que de vivre dans un régime autoritaire et donc, je pense que c'est là qu'il peut y avoir quand même quelques surprises. A fortiori, si on s'installe dans un temps plus long. Mais vous disiez tout à l'heure, je rebondis, Poutine n'est pas fou. C'est ce que disait aussi en substance Joe Biden, le président américain, cette semaine à CNN, quand il dit « c'est une personne rationnelle qui a clairement mal évalué la situation ». On peut être rationnel et avoir cette attitude. On peut être rationnel et commettre des erreurs. À l'évidence, il pensait que de mettre la main sur l'Ukraine en quelques jours, il pensait qu'il n'y aurait pas d'armée ukrainienne, pas de résistance ukrainienne. Vous savez, vous vous rappelez, il y avait cette avancée vers Kiev d'une colonne russe. On a découvert que les officiers russes avaient leurs uniformes de parade, c'est-à-dire dans leurs valises, c'est-à-dire ils étaient prêts à défiler triomphalement dans Kiev. Donc il y a eu une erreur d'analyse générale, qui n'est pas seulement d'ailleurs de Poutine, mais aussi de ses services, donc, et il multiplie les erreurs de calcul. Et ensuite, il est pris dans une spirale de l'échec, puisque sinon son régime étant en jeu, et donc voilà, il est un peu condamné à l'escalade. Et pour nous, c'est un problème, parce que si vous montez haut dans l'arbre, ensuite, il est de plus en plus difficile d'en redescendre. Alors, vous parlez d'escalade. Tout à l'heure, on faisait allusion au nucléaire. Il y a eu des discours très durs dans son entourage, Dmitri Medvedev, l'ancien président. Et ces derniers jours, que ce soit Sergueï Lavrov aux affaires étrangères ou Poutine lui-même, on a le sentiment que le ton a à nouveau baissé d'un cran et qu'on est sur un dialogue un peu plus raisonné, d'ailleurs avec un rappel que les armes nucléaires, c'est avant tout en cas d'attaque, de riposte, comme si nous, on venait à attaquer la Russie. Alors, cela étant, tous les porte-paroles officiels de la Russie ont toujours été absolument impeccables, si j'ose dire, dans les termes dont ils usaient pour l'arme nucléaire. Sur la doctrine. Sur la doctrine nucléaire, il y a eu, alors, par exemple, Kadyrov, Medvedev qui délire depuis le début. Président russe. Exactement, qui délire depuis le début mais qui eux poussent plutôt. Totalement. C'est aussi ça. C'est-à-dire que Poutine et ce qui explique peut-être, par exemple, l'usage les bombardements sur les villes ukrainiennes est l'objet des pressions des ultranationalistes. Les fameux talk shows auxquels je me référais montrent que ces ultranationalistes sont positivement effondrés par la situation militaire et appellent à taper encore plus fort, à plonger l'Ukraine dans la nuit, comme ils disent. Donc voilà, il y a des... Et donc, lorsqu'on dit peut-être que Poutine tombera, il peut tomber, mais ça peut être pire que lui qui arrive au pouvoir, parce qu'il n'y a aucune alternative, entre guillemets, libérale. On le voit bien, tout ce qui est l'opposition libérale, démocratique, a été écrasé. Votre livre, vous l'avez intitulé « Histoire diplomatique, leçon d'hier pour le monde d'aujourd'hui ». Quelle leçon doit-on, de votre point de vue, aujourd'hui avoir en tête pour savoir comment travailler avec la Russie? Est-ce que l'Occident doit se comporter différemment de ce qu'il a fait par le passé? D'abord, pourquoi? Parce que je pense que... Pourquoi les leçons d'hier? Tout simplement, je pense que nous sortons d'une période, en particulier nous les Européens, depuis 1945, où nous pensions que la guerre entre les États était une sorte d'archaïsme absurde et que le modèle de l'Union européenne allait triompher, donc le modèle de la coopération et de la négociation. Et cette guerre, pour moi, n'est pas une aberration, mais c'est peut-être la première d'autres guerres qui viennent. La guerre est de retour. Voilà, je crois que c'est ça la leçon. Nous sommes de nouveau dans une jungle. Le gendarme américain
est fatigué, rentre chez lui, et donc les Européens doivent se réarmer. Mais réarmer, c'est pas seulement acheter des armes, hein, mais se préparer à vivre dans un monde de fer, un monde de rapport de force. Et nous aurions dû comprendre, pour aller à votre question, je suis un peu long, pour aller face à la Russie, comprendre qu'il fallait établir un rapport de force beaucoup plus clair, et notamment dire à la Russie depuis le début, si vous attaquez l'Ukraine, on sera là. C'était un dialogue réaliste, de vérité, pas très optimiste, mais merci Gérard Haraud pour votre éclairage ce matin.